Il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 juillet 1969, les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posaient sur la Lune, suivis à la télévision par 1,5 milliard de terriens. On va vous faire revivre cet événement fondateur à travers un documentaire qu'on diffusera ce soir qui revient sur cette course à l'espace et la rivalité bien sûr entre les deux géants, les États-Unis et l'URSS. Ce sera à 20h50 sur LCI, mais avant, on va se replonger dans le contexte de l'époque avec mes invités qui sont ici sur ce plateau. Didier Jamais, d'abord journaliste scientifique, rédacteur en chef du site internet Ciel des Hommes. Bonsoir. Merci. Gilles Dadidovitch, secrétaire général de la Société astronomique de France. Bonsoir. Alors vous êtes venu avec plein de revues pour nous qui reviennent sur cet événement exceptionnel de Art et Cosmos. Voilà, je les montre si vous avez envie de davantage d'informations. Et puis, il y a Patrick Martin-Genier qui est avec nous, spécialiste des questions européennes. Vous êtes l'auteur d'un livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» On en parlera justement de l'Europe dans cette conquête spatiale. Et puis, Pierre Laurin, bonsoir, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. D'abord, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. J'ai envie d'abord de vous demander... où étiez-vous en 1969 ? Est-ce que certains d'entre vous étaient devant la télé en train de suivre cet exploit ? À vous. Eh bien, j'avais 10 ans, donc ça vous donne mon âge. Très bien, on saura tout ce soir. Et donc, naturellement, je ne me rappelle plus exactement. J'habitais à Paris, dans le 17e arrondissement, je ne dirais pas où. Et donc, nous étions le soir devant la télévision, naturellement, et on était tous massés devant la télévision. Les vieux appareils de télévision en noir et blanc, vous voyez, comme une présentation, Léon Zitrone. Alors, je ne sais pas si c'était Léon Zitrone qui présentait, mais peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, au journal télévisé, comme des millions de Français, nous étions là, c'était une révolution et on était tous admiratifs en quelque sorte. Alors moi je ne comprenais pas trop à 10 ans, mais enfin j'avais compris que c'était un événement extraordinaire et ça reste naturellement dans les mémoires. Pierre Laurin. Moi j'étais un tout petit peu plus vieux, j'avais 15 ans et j'étais à l'époque un grand spécialiste de la conquête de l'espace. Ah oui, vous étiez déjà passionné de... Ah oui, c'était dans ma classe, j'étais le spécialiste, c'est-à-dire celui qui faisait des exposés pour expliquer ce qui se passait, etc. Et donc, je ne décollais pas de la télévision. J'étais tout le temps devant la télévision à regarder ou avec un transistor à l'oreille pour savoir ce qui se passait exactement au moment où ça se passait. Et ce n'était pas Léon Zitrone, les deux spécialistes de l'époque, c'était Michel Enfrol et Jean-Paul Chapelle, qui étaient mes héros. Pour moi, ils étaient formidables parce qu'ils racontaient tout d'une manière très simple, très concrète, et on comprenait tout ce qu'ils disaient. C'était extraordinaire. Et la nuit en question, je suis resté scotché devant la télé en attente de ces images floues et tremblotantes. On voyait effectivement avec les postes en noir et blanc pas grand-chose, mais on distinguait Neil Armstrong à un moment, on devinait que c'était lui qui pose le pied sur la Lune. Et ça, c'était l'avenir, le futur qui est tombé soudain sur mes épaules. Et il est 3h56 cette nuit-là, donc c'est donc la nuit prochaine, il y a 50 ans, que ces images apparaissent en effet en noir et blanc sur les télévisions des Français. Didier Jamais, vous l'avez suivi aussi ? Non, j'étais trop jeune à l'époque, j'avais 18 mois, donc effectivement, j'avais beau être probablement le plus précoce de la crèche, malgré tout, non, j'ai pas pu partager ça. Et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ? Moi, je veux d'abord dire que je suis très ému de me trouver ici 50 ans, jour pour jour, après cette exceptionnelle prouesse. C'est pour moi le plus grand événement technologique du XXe siècle. Quelque part, il n'a pas été égalé jusqu'à présent. Il y avait un autre grand projet scientifique qui était le projet Manhattan, finalement, qui était de réalisation de la première bombe atomique et qui, heureusement, a été mise au point par les Américains, parce que là, il y avait une autre course contre les nazis, bien sûr. Et oui, pour moi, c'est vraiment cette espèce d'accomplissement technologique incroyable. Je comparerais ça peut-être aux pyramides des Égyptiens, en fait,
on construit quelque chose d'absolument gigantesque. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que ça va s'arrêter assez rapidement. En 1972, dernière mission lunaire, dernière mission Apollo avec Apollo 17. Et c'est vrai que depuis cette époque, on se demande de qu'est-ce qui va venir et quand est-ce qu'on va sur Mars finalement. Ouais. Alors, on va en reparler évidemment tout au long de cette émission. J'ai envie de vous donner la parole d'abord, Gilles Davidovitch. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces images qu'on vient de revoir et qu'on va redécouvrir ce soir évidemment? Alors je n'étais pas né. Ouais, je suis né juste quelques années après. Et comme c'est incroyable en fait, c'est vraiment le fait que l'humanité s'échappe de son berceau, la planète Terre, avec finalement l'aboutissement incroyable de cette course entre les Soviétiques et les Américains, où les Soviétiques sont battus à plat de couture, alors que jusque-là ils menaient en fait la danse dans l'espace. Apollo, c'est le programme, c'est le fils de la guerre froide entre ces deux grandes puissances et heureusement, finalement, ces puissances se sont affrontées, confrontées dans l'espace de manière pacifique. On a eu chaud plusieurs fois, on resituera tout à l'heure peut-être le lancement de ce programme avec Kennedy, mais c'était l'époque de la baie des cochons. 1961, donc des tensions énormes au niveau géopolitique et mondial, et finalement un affrontement pacifique dans l'espace. Oui, et puis qui va servir la cause de la conquête spatiale. Des centaines de milliers de gens ont travaillé à cette réussite incroyable et ça a donné des milliers de brevets, ça a donné beaucoup d'emplois et puis ça a donné une avance technologique dont on bénéficie aujourd'hui tous les jours. La télé couleur, le fait que les auditeurs de LCI puissent nous voir en ce moment même n'importe où sur la planète, c'est directement hérité de cette époque. D'ailleurs, il y a une chose tout à fait intéressante, c'est qu'il y a eu un traité sur l'espace qui date de 2 ans avant, 1967. Il y a eu un traité sur l'espace qui prévoit qu'il y a une liberté de circulation dans le cosmos, dans l'espace extra-atmosphérique. Et aujourd'hui, on assiste véritablement à une course à la technologie, à une course à la puissance dans l'espace, car c'est un élément de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, véritablement, il y a une concurrence entre les grandes nations. Et ce n'est pas un hasard si le président de la République en France a annoncé également un grand programme en faveur de l'espace avec l'armée de l'air. On va y revenir. Alors on va revenir encore bien sûr sur cette journée, cette nuit qui a fait tant rêver. Il faut avoir conscience de l'énorme effort qu'a demandé ces premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors effectivement, le programme Apollo, si on veut citer quelques chiffres, c'est environ 400 000 personnes impliquées dans le programme, de chercheurs aux techniciens et même aux calculateurs humains et calculatrices qui ont été impliqués dans le programme. En termes de budget actualisé aujourd'hui, ça fait environ 150 milliards de dollars, ce qui est quand même une somme absolument considérable. Alors il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, on parlait de la guerre froide et de finalement cette confrontation heureuse dans l'espace. Au même moment, et l'année d'auparavant, les Américains avaient envoyé 500 000 GI au Vietnam, avaient perdu plus de 16 000 hommes sur le terrain, en perdrait encore 11 000 en 1969. Donc, en fait, c'était un pays en guerre, malgré tout. Donc, il y avait une vraie confrontation entre l'Ouest et l'Est, enfin le bloc soviétique et ses affidés. Donc, il y avait un contexte d'économie de guerre, un peu quand même. Hein. Donc, ça ne s'est pas passé si doucement que ça, cette confrontation. Et au départ de tout ça, eh bien, il y avait des intérêts, enfin, en tout cas, un programme balistique de missiles qui avait été lancé qui avait été commencé par les Russes en 1957 avec Sputnik et qui était un message très très clair. Les Russes, les Soviétiques en 1955 avaient fait exploser la première bombe atomique thermonucléaire, la bombe à fusion nucléaire en 1955. En 1957, ils adressaient un message très clair aux Américains, c'est qu'on peut vous la livrer à domicile. Donc tout ça s'était engagé quand même sous des auspices un peu violents. Ouais. Pierre Laurin, quand Kennedy annonce qu'à la fin des années 60, il y aura un Américain sur la Lune, oui. Il réagit directement à certains événements où les Russes, eux, ont fait des pas importants dans la conquête de l'espace. Toutes les grandes premières spatiales, à l'époque, étaient soviétiques. Le premier Sputnik en 1957, le premier vol circumlunaire, enfin, le vaisseau spatial qui était automatique s'est planté, il a frôlé la Lune
et il n'a pas rempli son programme. Le premier homme dans l'espace, ça c'était en 59. Le premier homme dans l'espace, Gagarin, en 61. Il est très clair qu'à ce moment-là, les Américains ne savent plus où ils sont. Le programme spatial russe, enfin soviétique, débute un tout petit peu plus tôt, mais en fait, ce n'est pas réellement un programme spatial. La conquête, l'envoi d'un satellite, c'est une retombée annexe du programme balistique, de missiles balistiques, destiné à délivrer les bombes thermonucléaires, comme on vient de le dire. Mais il est clair que pour l'Union soviétique à l'époque, les Américains disposaient de bases tout autour du territoire soviétique qui permettaient à leurs avions qui volaient très haut et qui étaient donc pratiquement indestructibles de larguer leurs bombes. Les Soviétiques, eux, ne pouvaient pas riposter. La seule manière qu'ils avaient de riposter, parce qu'ils n'avaient pas de bombardiers capables d'atteindre les États-Unis, le seul moyen de riposter, c'était des missiles. Donc, ils se lancent dès le début des années 50, même avant la mise au point de la bombe thermonucléaire, la première bombe H soviétique, c'est 49, ils se lancent dans un programme de missiles destinés à délivrer le feu nucléaire en cas de besoin. Et en 1956, le Politburo et le comité central du Parti communiste soviétique décident d'aller dans l'espace pour de bon, c'est-à-dire de mettre avant fin 1958 un gros satellite de 1,8 à 2,5 tonnes en orbite, ce qui était à l'époque, c'était considérable. Et dans la même résolution du comité central, on parle de créer un lanceur qui est capable de mettre en orbite 100 tonnes et qui permettrait d'envoyer sur la Lune 2 ou 3 hommes. Mais là, il ne précise pas de date. Et c'est là que commence réellement la course, parce que à l'époque, les Américains n'en ont pas conscience, parce que tout ça, c'est secret. Bien sûr. Mais ils commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent et que ce sont des choses très concrètes. Or, là entre en jeu l'image. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'être derrière l'Union soviétique alors que la guerre froide est à son plein. Oui, c'est aussi un outil de communication, en fait. Oui, tout à fait. C'est un outil de communication. Il y a tout un symbole, il y a toute une idéologie politique aussi. Et on parle de la conquête de l'espace, mais c'est aussi pour avoir des ambitions pour la maîtrise, certes, de la paix, mais également pouvoir combattre dans les conflits. On vient d'avoir un conflit dans le détroit d'Ormuz en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu, 2 tankers britanniques portant pavillon britannique ont été arraisonnés par les forces iraniennes. Eh bien, on voit toutes ces images satellites de ce qui se passe. Et donc, c'est quelque chose de très important. Ça donne un avantage stratégique aux puissances qui ont une avance. Et on parlait naturellement de la guerre froide. Et pendant cette guerre froide, vous citiez certes, ce pays était en guerre, mais c'est un pays qui était en pleine puissance économique, la montée de la consommation, des budgets militaires considérables, la baie des cochons. Il y a eu l'événement en Tchécoslovaquie en 1968. Donc l'Union soviétique n'avait toujours pas renoncé à envahir l'Europe de l'Ouest. Donc il y avait une nécessité d'avoir un avantage stratégique, d'où cette importance pour les États-Unis. Et donc aujourd'hui encore, on dit, les spécialistes aussi militaires disent que, eh bien, ils continuent à bénéficier de cette avance, notamment pour consacrer des milliards de dollars. Par exemple, on sait que les États-Unis aujourd'hui consacrent 40 milliards de dollars par an précisément à la technologie spatiale. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Et c'est pour ça, on parlera peut-être de l'Europe tout à l'heure, que l'Europe est obligée aujourd'hui de s'y mettre également. Alors, on va parler de l'avenir proche dans un instant. Mais d'abord, il y a un homme clé dont on va voir le portrait dans ce documentaire qu'on va vous diffuser. C'est un ancien nazi et c'est lui qui va prendre la tête de ce programme nucléaire, de ce programme spatial américain. Eh bien oui, Werner von Braun, de triste mémoire, effectivement, c'est un nazi de la première heure. Il est membre du parti nazi dès 1933. Ça a été un peu occulté dans les années 60-70 par les Américains. Von Braun est un ingénieur issu de l'aristocratie allemande. Donc son concurrent, c'est Sergueï Korolev, qui lui est fils d'instituteur, qui est ukrainien, né dans l'Empire russe. Et lui qui va développer Sputnik. Alors c'est la course en parallèle. Chacun a ses mentors, en fait. Von Braun, c'est Aubert. Korolev, c'est plutôt Tsiolkovsky, donc le père de l'astronautique. D'accord.
Voilà, mais effectivement, Von Braun va être récupéré par les Américains dans l'opération Paperclip en 1944. Donc il s'enfuit, il ne veut pas tomber, il est très anticommuniste, il ne veut pas tomber aux mains... Donc il va proposer ses services il propose ses services exactement Américains. comme il l'a fait à l'Allemagne nazie. Sauf que, heureusement, les Américains n'emploient pas les mêmes méthodes, puisque les V2, en fait, sont directement issus de ces travaux. En fait. Ce sont ces fusées qui ont bombardé la France, qui ont bombardé la Belgique, qui ont bombardé aussi, surtout, Londres, qui ont fait beaucoup de morts, et qui ont été fabriquées, conçues... génialement, évidemment, puisque ça donnera après les fusées R7 chez les soviétiques, puisque les soviétiques récupèrent aussi quelques ingénieurs, et ces fusées modernes chez les Américains. Et puis chez nous, les fusées françaises viennent aussi en partie de ces ingénieurs nazis qu'on a pu récupérer. Et cet ingénieur a vraiment l'oreille du président Kennedy. Il l'appelle régulièrement, il le met au courant des avancées du programme. Oui, je crois que ce qui est très important pour les Américains à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où ils décident qu'il faut répondre aux défis russes, soviétiques, pardon, parce qu'effectivement, Korolev était ukrainien, Cholomey, l'autre grand fabricant de fusées, était également ukrainien. Donc, en fait, c'est soviétique. Les soviétiques ont lancé un défi que Kennedy relève. Et pour cela, il faut des résultats. Envoyer un homme sur la Lune à la fin de la décennie, c'est presque impossible. Au moment où Kennedy le dit, personne n'y croit. Le seul qui y croit peut-être encore un tout petit peu, c'est Johnson, le vice-président. C'est lui surtout. C'est surtout lui. Mais il a tout de même des doutes. Mais c'est Von Braun qui leur dit si c'est possible, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Mais de l'autre côté, en Union soviétique, Korolev, lui, il n'est pas autant écouté parce que chaque membre du Politburo a ses favoris. Alors, Khrouchtchev, qui à l'époque était le premier secrétaire, aimait bien Korolev. Bon, je vais le prononcer à la française parce qu'on n'arrivera pas. Korolev. Mais Korolev a fabriqué le premier missile intercontinental soviétique, qui était effectivement la R7, la Semyorka. Et la Semyorka, c'était le bébé de Khrouchtchev. Khrouchtchev allait au centre de construction pour caresser les flancs de son bébé. Pour lui, c'était quelque chose qui allait lui permettre à l'Union soviétique de prendre une avance. Et Korolev était en rivalité avec d'autres grands constructeurs cosmonautiques russes, un fabricant de missiles qui était Cholomey et avec lequel il s'entendait très mal, et un fabricant de moteurs, un motoriste qui était Glushko, et ils s'entendaient encore pire. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi. Ces dissensions, en fait, ont profité aux Américains. Absolument, parce qu'il y a eu à un moment, il y avait deux programmes lunaires soviétiques qui se sont partagés les crédits. C'est le grand paradoxe, en fait. C'est que, finalement, une économie planifiée comme l'URSS a été complètement incapable d'organiser son industrie astronautique, alors que les Américains, sous l'égide de la NASA, ont réussi à coordonner les efforts de tous les spécialistes des vols spatiaux, parce qu'avant, chaque branche armée des États-Unis développait son propre programme spatial en arrivant absolument nulle part. Ouais. Et il y a un moment où les Américains ont vraiment douté d'y arriver. Il y a eu des moments particulièrement difficiles dans cette décennie des années 60. Apollo 1, oui. Apollo 1, la tragédie d'Apollo 1, où les 3 astronautes périssent en répétition générale, du fait d'un court-circuit qui met le feu en fait, à l'oxygène qu'ils respirent. Et donc là, c'est la catastrophe. Cela dit, les Américains ont l'incroyable ténacité qu'on leur connaît, puisque c'est la même ténacité qui a fait d'eux le débarquement de Normandie. Et ils n'ont pas pris les plages les plus simples, ils ont pris au contraire les plages les plus dures. La course à la Lune, c'est la même chose. Voilà. Ben, ce qui est important, c'est on voit bien que lorsque ces programmes réussissent, je vous dis, il y a eu des échecs, certes, mais
avec une très forte volonté politique. Ça a toujours été suivi au plus haut niveau de l'État. Hein, ce n'est pas des services. Il y a les ministres, il y a les administrations, mais naturellement, c'était suivi directement à la Maison-Blanche. En France, lorsque le général de Gaulle a lancé aussi son programme nucléaire puis spatial, c'était à l'Élysée. Donc on voit bien que dès lors qu'il y a une véritable volonté politique, c'est suivi au plus haut niveau de l'État parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un enjeu stratégique et géostratégique très important de l'espace. Merci beaucoup. On continue d'en parler dans quelques minutes. Une courte page de pub et on se retrouve. Et puis vous verrez ensuite notre grand format donc sur cette conquête spatiale. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. C'était il y a 50 ans, jour pour jour. That's one small step for man, one giant leap for mankind. 50 ans après, soirée spéciale donc sur LCI pour revivre cet événement exceptionnel. On en parle avec Didier Jamais, journaliste scientifique, Gilles Dadidovitch, secrétaire général de la Société astronomique de France, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, et puis Patrick Laurin, Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Dans 10 minutes maintenant, vous pourrez suivre notre documentaire sur la course à l'espace, cette rivalité entre les Américains et l'URSS qui a été essentielle pour faire avancer les technologies et aboutir à ces premiers pas de l'homme sur la Lune. N'oublions pas qu'au départ, ce sont les Russes qui prennent l'avantage. Ce sont eux qui lancent le premier satellite, Spoutnik, en 1957. Et puis le 12 avril 1961, Youri Gagarin est le premier homme dans l'espace, une mission à très haut risque qui a failli mal se terminer. Regardez un court extrait de ce documentaire que vous verrez tout à l'heure. L'orbite terrestre est devenue la ligne de front de la guerre froide. Grâce à leur ingénieur en chef, Sergueï Korolev, les soviétiques mènent la course. Ils sont les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace. Mais lors du retour sur Terre, la capsule de Youri Gagarin ne se détache pas complètement du module de service. Mais par chance, les câbles qui retiennent la capsule brûlent en premier. Le cosmonaute se libère et s'éjecte à 7000 mètres d'altitude. Moins de 5 ans après Spoutnik, les Soviétiques ont encore battu les États-Unis dans la course à l'espace. On imagine, Patrick Martin-Genier, le choc aux États-Unis de voir que c'est un communiste qui arrive le premier à faire ce vol habité dans l'espace. C'est tout l'aspect politique et symbolique dont on parlait tout à l'heure. Il y avait la lutte à l'époque entre les États-Unis, le libéralisme, la démocratie occidentale et puis le communisme. Le communisme devait être le régime idéologique le plus puissant du monde. Il y avait donc une course politique stratégique qui a trouvé sa traduction dans la course à l'espace. Et il fallait absolument que le communisme domine le monde et donc soit le plus fort. Ce qui a sans doute été une sorte de détonateur pour les États-Unis, on en parlait tout à l'heure, c'était l'époque de la guerre la baie des cochons à Cuba, qui a failli dégénérer en Troisième Guerre mondiale, et donc il y avait un affrontement idéologique très dur, et donc il y avait cet aspect idéologique, symbolique très fort, d'où le fait que l'espace en réalité n'est jamais bien différent d'une lutte stratégique et politique, et ça continue d'ailleurs sous d'autres formes, et donc cela a été effectivement, je crois, un détonateur pour les États-Unis qui ont mis le paquet financier pour la lutte en faveur de l'espace. Et les Soviétiques, au moment où Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune, comment est-ce qu'ils réagissent ? Ils réagissent à ce moment-là, ils savent qu'ils ont perdu la course. D'ailleurs, ils ne la poursuivent même pas. Les programmes qui sont en cours continuent pendant quelques temps et puis ils sont arrêtés définitivement. Et surtout, le programme lunaire, il y avait 2 spécialistes qui, chacun, affinaient son programme. Ils disparaissent comme par enchantement. Vous savez, c'est comme dans Orwell, le ministère de la Vérité qui supprime, ou comme sous Staline, on supprime des photos, les gens qui gênent. Eh bien là, c'est pareil. Les programmes lunaires soviétiques gênent, donc on les supprime et on détruit même les fusées qui ont été construites. C'est assez hallucinant, mais c'était comme ça à l'époque. Et ce qui est intéressant, mais bon, c'est que malgré tout, à ce moment-là, en 1969, il y a les premières négociations réelles de la détente entre les Russes, les Soviétiques et les Américains. C'est-à-dire qu'à partir de là, on signera les traités
de limitation des armements stratégiques, ce qui est très important. On signera également le traité ABM, c'est-à-dire de la non-mise en place de systèmes capables d'intercepter de manière à ce que les missiles lancés atterrissent et que ce soit la destruction mutuelle assurée. Et donc, par là même, personne ne va déclencher la guerre puisqu'on se détruirait tous les deux. Donc à l'époque, il y avait une logique, et cette logique de collaboration qui se manifeste d'une manière éclatante en 1975 avec la mission Apollo-Soyouz, où les deux vaisseaux spatiaux se rejoignent, et Alexei Leonov, qui était le commandant de bord du Soyouz, était l'homme qui aurait dû normalement poser le pied sur la Lune. Mais c'était son lot de consolation. Et aujourd'hui, on le voit, ça continue. Le Soyouz qui vient d'être lancé, il y a un Américain, un Russe et un Italien. Absolument. Ce soir, on a vu en effet de Baïkonour. Est également présente à bord du Soyouz. C'était aussi le moment où l'Europe, avec Willy Brandt, faisait une politique en faveur de l'Est qu'on a appelée l'Ostpolitik. Il y avait véritablement une tentation, une volonté d'aller dialoguer avec l'Union soviétique. Vous savez que l'Allemagne était séparée, il y avait Berlin-Ouest, Berlin-Est. Donc il y avait cette volonté. Mais cette volonté de dialoguer n'a pas empêché la course aux armements, malgré les traités qui ont été passés, et naturellement la course en faveur de la conquête de l'espace. Alors on parlait tout à l'heure du rôle essentiel qu'a joué Johnson, le vice-président aussi américain, dans cette course en fait, Kennedy n'est pas un spécialiste, il n'a pas d'appétence du tout pour la Lune. Le switch se produit effectivement avec la baie des cochons et avec Gagarine. Donc là, il est un peu acculé politiquement, et Johnson va prendre le relais en tant que vice-président pour convaincre et fédérer la NASA et l'ensemble des ingénieurs et des chefs de programme de la NASA d'accélérer sur la Lune. Mais ce que Pierre Lorrain dit du côté des soviétiques, ils ont perdu la Lune, en fait, probablement dès Apollo 8, quand les Américains ont fait une répétition avec ce fameux grand 8 entre la Terre et la Lune. Mais en réalité, les Américains, finalement, abandonnent la Lune juste après Apollo 11 ou Apollo 12. Et on le voit bien déjà, le public ne se satisfait plus du tout. Politiquement, c'est insupportable. On l'a dit tout à l'heure, les coûts financiers sont gigantesques. Effectivement, il y a le Vietnam. Et donc, les Américains vont se déliter, le programme Apollo va se déliter progressivement, peu à peu, pour enclencher très vite un autre programme spatial extrêmement coûteux qui est celui de la navette spatiale. Qui va décoller en 1981 avec des vétérans d'ailleurs d'Apollo à bord, et ça va épuiser en fait entre guillemets la partie financière du spatial, puisque Apollo, la logique du plan de Von Braun, c'était sur 20 ans d'aller jusque dans les années 1980 et de fouler le sol de Mars en 80. Mais c'est vrai qu'on se dit, en effet, après cet exploit-là, il aurait dû en avoir d'autres derrière. Rien ne s'est produit de tout cela. Von Braun était extrêmement ambitieux en fait, dans la série documentaire qu'il réalisait d'ailleurs avec Disney. C'était un très bon vulgarisateur, et il présentait des projets où en fait les astronautes américains devaient débarquer sur la Lune dès 1985. C'est d'ailleurs à l'origine d'une erreur, parce qu'il n'était pas du tout infaillible, Wernher von Braun. Il avait prévu en fait pour la mission lunaire de réaliser un rendez-vous en orbite terrestre entre deux fusées. Une fusée qui apportait, je dirais, le vaisseau et peut-être l'équipage, et puis une fusée qui apportait le carburant, quelque part. Et donc, ces deux parties devaient former un train spatial qui partirait pour la Lune et qui se poserait structuré de cette façon sur la Lune. On s'est rendu compte, enfin, quelqu'un assez subalterne à la NASA, qui était John Hubolt, était persuadé qu'on n'arriverait pas à tenir la promesse de Kennedy de réaliser ce débarquement lunaire avant la fin de la décennie si on partait sur un programme aussi ambitieux, parce que ça supposait la création en plus d'une station spatiale dans laquelle on devait justement produire ou stocker du carburant. Donc c'était complètement démesuré, mais ce que von Braun avait en fait en tête, c'est de se servir de cette technologie-là pour ensuite partir vers Mars. Il avait beaucoup d'ambition, un peu trop en l'occurrence. C'est un peu ce que disent aujourd'hui les ingénieurs.
c'est que pour aller vers Mars, on va se servir de la Lune comme base de départ. Alors d'un point de vue technologique, on n'est pas du tout obligé d'aller de passer par la Lune pour aller sur Mars. Les technologies ne sont pas du tout les mêmes. Pour aller sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Donc on est à 3 secondes de radio entre la Terre et la Lune. C'est 3 jours de voyage. Si un problème se produit, on fait le tour et on revient. C'est ce qui s'est passé pour Apollo 13. Globalement, c'est assez gérable. Mars, c'est une autre histoire. Mars, c'est 400 millions de kilomètres de la Terre. Combien de jours de trajet alors ? C'est entre 6 et 9 mois selon les périodes pour juste aller, et on ne peut pas faire demi-tour. Donc s'il y a un problème, soit on envoie 2 vaisseaux spatiaux en parallèle et ils peuvent s'entraider, soit on a un problème et l'équipage règle son souci tout seul. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier la Lune, si j'ose dire, parce que aujourd'hui, on n'est plus dans une confrontation Russie-États-Unis. Il y a d'autres puissances très importantes, dont la Chine, naturellement, qui a décidé d'investir considérablement, même si les moyens financiers sont peut-être moins importants. On le verra, mais je sais que la Chine, par exemple, souhaite installer une station de recherche sur la Lune d'ici 2030. Elle a un programme spatial, mais elle est quand même très... Oui, mais elle a des ambitions politiques. Et donc, tout ça fait que, naturellement, il y aura un effet de réappropriation des recherches sur la Lune, notamment pour les exploitations des minerais, du titane, etc. Donc, il peut y avoir une ambition, précisément, d'exploiter la Lune. Et donc, je pense qu'il y aura encore beaucoup de programmes, notamment, on parle de la Chine, mais également de l'Inde, d'autres puissances qui souhaitent effectivement accéder à la Lune. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que c'est plus une rivalité du tout entre seulement les États-Unis et la Russie. On va maintenant regarder, il est l'heure, ce documentaire sur la course spatiale en pleine guerre froide. L'espace devient donc un terrain de rivalité entre l'Est et l'Ouest, une rivalité qui a donc abouti il y a 50 ans au premier pas de l'homme sur la Lune. C'est un grand format réalisé par Rick Lopez et Paul Abascal, produit par Steven David Entertainment. Regardez, on se retrouve juste après. Il y a 50 ans, jour pour jour, certains d'entre vous étaient peut-être eux aussi devant leur télévision pour suivre les exploits de la mission Apollo. Il est 3h56 en France, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, quand Neil Armstrong va prononcer cette phrase mythique: un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que ça a changé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les nouveaux acteurs de cette conquête spatiale? On en parle avec mes invités. Pierre Laurin, bonjour, journaliste spécialiste de la Russie. À vos côtés, Didier Jamais, journaliste scientifique, rédacteur en chef du site internet Ciel des Hommes. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Et Gilles Davidovitch, secrétaire général de la Société astronomique de France. Alors, Neil Armstrong est mort en 2012, mais ses acolytes, Buzz Aldrin et Michael Collins, étaient reçus, vous les voyez, hier, dans le bureau ovale par Donald Trump. Et Buzz Aldrin n'a pas d'ailleurs hésité à exprimer quelques regrets sur les suites de la mission Apollo. Regardez, c'était donc hier dans le bureau ovale, on écoute. Honnêtement, j'ai été un peu déçu ces 10-15 dernières années. On a réalisé tellement de choses au début, peut-être à cause des conflits en Asie du Sud-Est, puis on a arrêté le programme Apollo et on est parti dans une autre direction. Pour moi, l'espace est très important pour la défense. Il ne s'agit pas juste d'aller sur la Lune ou sur Mars, car on ne sait pas ce qu'on va trouver sur Mars, mais ce sera sûrement un voyage intéressant. Alors, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. D'abord, sur les regrets qu'exprime Buzz Aldrin. Est-ce que, Didier Jamais, vous comprenez la frustration qu'il exprime à cet instant-là dans le bureau ovale? Très, très clairement. Lorsque le programme Apollo a été lancé, il était prévu au moins d'aller jusqu'à Apollo 20. Et finalement, on s'est retrouvé avec des fusées dont on n'a pas su quoi faire, sinon bricoler une mission qui symboliquement était intéressante, effectivement, avec cette rencontre avec les Russes, et puis le Skylab. Mais c'est vrai que à quoi ça servait d'avoir réussi cet exploit absolument incroyable si on ne capitalisait pas dessus, et si soit on essayait d'installer une base lunaire éventuellement, ou bien si justement on s'entraînait pour aller plus loin et pourquoi pas vers Mars. Pourquoi est-ce qu'on a laissé tomber? Pourquoi est-ce que les Américains
C'était une course et les Américains l'ont gagnée, tout simplement. Et finalement, la principale motivation, elle était en fait idéologique. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est le positionnement de Donald Trump, qui lui dit « Avec moi, on va retourner sur la Lune, voire même sur Mars ». Parce qu'il voudrait aller sur Mars d'abord, d'ailleurs. Il fait un coup politique magnifique. D'abord, on ne peut pas aller demain matin sur la Lune. Il faut 4 ou 5 ans. Et il s'est fixé 2024, je crois. Et oui, donc ça veut dire qu'il a déjà un deuxième mandat en tête. Absolument. Il fait un coup politique magnifique. Donc il a gagné le second mandat, il a gagné les élections de l'année prochaine. Et évidemment, il s'accapare le soutien de tous les fervents, de tous les promoteurs, de tous les gens qui veulent une Amérique qui explore. Il faut bien comprendre que le président Trump, c'est cette Amérique de conquête. Il parle à l'Amérique profonde. Si vous allez à l'Amérique profonde aujourd'hui, on voit Trump 2020, les drapeaux commencent à sortir. Donc il est en campagne. Il est en campagne et on ne sait pas s'il va pouvoir financer l'ensemble du programme, puisque ça avait coûté 150 milliards de dollars actuels. Ça recoûtera entre 100 et 150 milliards de dollars actuels aussi. Ce qui est considérable. C'est gigantesque. Ouais, bien sûr. Et alors, quel est l'objectif que peuvent décemment se fixer les États-Unis ? Écoutez, de toute façon, il n'y a pas que la Lune ou Mars, parce que on assiste aujourd'hui, le cosmos est devenu une véritable autoroute. Il y a aujourd'hui 60 États qui ont accès donc dans l'espace extra-atmosphérique, et donc il y a une véritable course. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce ne sont pas uniquement les États, mais on voit que c'est une course industrielle, c'est une course technologique, et il y a des enjeux considérables pour les entreprises. On le voit bien aujourd'hui, l'Europe réagit, peut-être un peu tardivement, et donc l'objectif que se fixent les États-Unis, c'est ceci d'assumer et d'assurer la suprématie mondiale des États-Unis. Il y a une véritable course au leadership. Par exemple, le GPS est essentiellement américain. Il y a des tentatives européennes, on le voit bien, utilisées par 2 à 3 milliards de personnes dans le monde. Et on voit bien que c'est le Pentagone des États-Unis qui domine. Et donc, il y a une véritable course au leadership, mais également une lutte industrielle et technologique sans merci. Et donc, on voit aujourd'hui que pourquoi Donald Trump le fait, c'est pour flatter naturellement son électorat, mais c'est également pour donner des débouchés considérables aux entreprises. C'est bien là où on est, la course à la technologie, sachant que la Chine est rentrée dans la course, l'Inde également, d'autres États, et l'Europe également tente à vouloir être plus indépendante. Donc il y a un véritable enjeu technologique, et c'est aussi un des credos de Donald Trump pour sa future réélection. On va y revenir, mais il faut aussi peut-être faire un pas très symbolique, comme l'a été la Lune. Donc je reviens sur mon idée. Est-ce que c'est la Lune, c'est Mars? Quel est le prochain défi? Alors, moi, de ce que j'ai cru comprendre des objectifs de Trump, c'était en fait de retourner sur la Lune, mais cette fois, le premier pas serait effectué par une astronaute, une femme. Ce serait la grande première, et il prend un petit peu aussi, l'opinion publique à contre-pied de sa réputation de machisme épouvantable, en faisant justement la promotion de l'idée que finalement l'autre moitié de l'humanité a aussi sa place dans l'espace. Il est en campagne. Et est-ce que l'idée, c'est pas aussi d'installer une base sur la Lune? Est-ce que ça fait Pierre Laurin? Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'essayer d'installer une base. Mais toutes les puissances qui aujourd'hui lorgnent sur la Lune ont cette idée. Est-ce qu'elle est réalisable ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Les États-Unis, effectivement, pour retourner sur la Lune, je ne sais pas s'il faudrait mettre 100 milliards. Mais lorsque on voit que le budget du Pentagone, c'est de 700 milliards, il y a peut-être des marges qui peuvent être employées. Oui, mais il y a quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a un traité de 1967 qui dit c'est la libre circulation, mais il n'y a pas d'appropriation. Et aujourd'hui, on assiste à une volonté de patrimonialisation de l'espace. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Il y a un traité sur la Lune, je crois, qui date de 1979, mais sachez qu'il n'a été ratifié par aucune des grandes puissances spatiales. Donc ce qui veut dire qu'il y a une véritable volonté, effectivement, de pouvoir s'installer sur la Lune. Et c'est un véritable danger aujourd'hui parce qu'il y a une concurrence entre les grandes puissances qui pourrait éventuellement dégénérer, même si l'utilisation de l'espace doit rester naturellement pacifique. Mais on voit bien que c'est très lié à la sécurité nationale des États-Unis également. Maintenant, il y a une question qui est très importante là-dessus, c'est qu'il y a suffisamment de sujets, de
de dérapage sur Terre pour effectivement ne pas en rajouter dans l'espace. En revanche, il est très clair que si l'on envoie des missions, non pas d'exploration, mais de recueil de matières premières, eh bien, il est très difficile d'établir des règles, il est très difficile, mais ça, c'est un consensus international qui devra le faire, et relativement vite d'ailleurs. Merci beaucoup Mathilde et merci à Hugo Guyon qui se trouve avec vous. Alors on a beaucoup parlé de rivalité entre les États-Unis et l'URSS dans cette soirée avec le documentaire que vous venez de suivre. Et regardez, 50 ans plus tard, cette image. C'est l'image de cette fusée qui a décollé tout à l'heure. À l'intérieur, un Italien, un Russe et un Américain. Ils viennent de s'envoler pour l'ISS, la station spatiale. C'est un symbole quelque part, on peut se dire. Aujourd'hui, fini les rivalités ? C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, en fait, depuis maintenant presque 20 ans, depuis que la navette spatiale a été mise au rebut, les Américains ne peuvent accéder à la station spatiale internationale que grâce aux Russes. Et ça s'est maintenu malgré toutes les tensions, malgré les sanctions, etc. Il n'y a pas eu, de la part des Russes, un arrêt de cette collaboration, alors qu'à un certain moment, ils étaient un peu tentés. Il y avait un ministre qui avait dit, dans un instant de mauvaise humeur, et ce ministre est d'ailleurs maintenant le dirigeant de Roscosmos, c'est-à-dire l'agence spatiale russe. Il avait dit, s'ils continuent comme ça, ils iront dans l'espace avec un trampoline. Et ça ne s'est pas fait, fort heureusement, c'est-à-dire que l'espace reste le dernier lien que l'on ne tranche pas. Et la science aussi, c'est vrai. La science, absolument. On n'a jamais, les scientifiques du monde entier ont toujours travaillé de concert, encore aujourd'hui, quelles que soient les crises. C'est vrai avec le CERN aussi. Nous avons des scientifiques au CERN qui viennent du monde entier, y compris du Pakistan ou de l'Iran, et des physiciens. Et je rajouterais que c'était déjà vrai du temps finalement d'Apollo, et même d'Apollo 11, puisque au moment même où donc la mission Apollo 11 partait pour la Lune, les Russes avaient envoyé une sonde juste avant, Luna 15. Donc ça inquiétait beaucoup les Américains parce qu'ils imaginaient éventuellement un sabotage ou une tentative de brouillage éventuellement. Et finalement, Frank Borman, astronaute américain qui avait commandé la mission Apollo 8, revenait d'un voyage en URSS et a, je dirais, servi d'ambassadeur, en tout cas d'intermédiaire avec les autorités russes, de façon à ce que les Américains soient parfaitement rassurés sur l'absence d'agressivité de cette opération des Russes. Alors, et les Français dans tout ça ? Je vous propose qu'on fasse aussi un petit point sur la stratégie française, parce que ça ne vous a pas échappé, mais le 13 juillet, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un commandement militaire de l'espace. On va vous demander dans un instant ce qu'il en est exactement, mais d'abord écoutez le chef de l'État. Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un grand commandement de l'espace sera créé en septembre prochain au sein de l'armée de l'air. Celle-ci deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. Les nouveaux investissements indispensables seront décidés. Qu'est-ce que c'est que cette armée de l'espace ? Écoutez, ça sert ce sera pas bien. J'en ai parlé avec des généraux, d'ailleurs, qui étaient sur votre plateau pour le 14 juillet, et qui disaient que ça n'apporterait pas de conséquences fondamentales. C'est l'armée de l'air. Ils vont être attachés à l'armée de l'air en termes de commandement. L'objectif, c'est de mettre un paquet financier. Le chef de l'État a annoncé des chiffres. Il a annoncé 3,6 milliards d'euros sur 6 ans dans le cadre de la loi de programmation militaire qui va durer sur plusieurs années. Donc ça, c'est un effort de la France. C'est très important, avec du personnel dédié. Je crois qu'il a annoncé 200 personnes à Toulouse, ce qui veut dire qu'on va créer une unité qui sera dans l'armée de l'air. Donc c'est quelque chose d'important. On tire les conséquences de la course à l'espace en essayant de se donner les moyens en France de faire en sorte de suivre. Parce que si la France veut rester une grande puissance, elle doit également mettre un paquet financier derrière. Mais il n'y aura pas de salut en France sans le recours à l'Europe. L'Union européenne qui elle-même a décidé de créer un fonds européen de défense
dans lequel la France va contribuer et qui devrait être doté jusqu'en 2027 d'environ 13 milliards d'euros. Donc c'est des efforts conjoints à la fois de la France, qui va avoir des moyens dédiés en personnel et en moyens financiers, et de l'Europe pour contribuer effectivement à rester dans la course à l'espace. Mais alors ces efforts financiers et en matériel, concrètement, ça répond à une menace. Quelles sont les menaces aujourd'hui que l'on voit planer dans... De différents types. D'abord, les menaces physiques sur les satellites, par exemple, d'observation. On peut parfaitement, on l'a déjà vu, on peut parfaitement imaginer que d'autres puissances neutralisent nos satellites ou une partie des communications, ou interceptent les communications, ou alors détruisent complètement soit des instruments d'observation, soit le satellite complètement. Alors je disais qu'il y a 1500 satellites aujourd'hui, il y en aura 7000 dans 10 ans à peu près. Alors c'est ça, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, les satellites sont devenus finalement monnaie courante, on les utilise tous les jours, la météo, la retransmission des émissions de télévision en direct, par exemple, et puis le guidage, le radioguidage, les GPS, les choses comme ça. Donc nous sommes tous devenus dépendants de l'espace. La télémédecine fonctionne de plus en plus également. Le transport de fret, les avions de ligne, les cargos, etc. etc. Donc l'espace est omniprésent dans nos vies. C'est stratégique. Pour notre indépendance, pour l'indépendance de la France et celle de l'Union européenne, il convient de savoir faire face. Mais il y a aussi la Chine, parce que il y a. Alors voilà, les nouveaux acteurs, c'est ça. Venons-en aux nouveaux acteurs. Et notamment, la Chine. La Chine va envoyer 72 satellites à orbite basse d'ici 2021. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui, non pas un affrontement entre deux pôles, mais entre plusieurs. Et ce qui veut dire que la concurrence, elle devient tellement importante qu'il faut effectivement que l'Europe soit présente. Et parce que la Chine a de grandes intentions. D'ailleurs, son programme, je crois, porte le nom de la déesse de la Lune en chinois, et donc ça veut dire qu'il y a aussi un aspect idéologique qui demeure très important dans ces grandes puissances qui veulent assumer ce rôle de puissance. Donc en fait, on ne peut pas aujourd'hui être une grande puissance sans aller dans l'espace, sans maîtriser l'espace. Je crois que l'espace actuellement, c'est la clé du progrès. Tout passe comme ça vient d'être dit, tout passe par l'espace. Lorsque l'on prend son smartphone, on se met en relation avec un satellite. C'est aussi banal que cela. Donc, il y a un aspect également qu'il faut voir et qui, pour le moment, est un peu escamoté, mais il n'y a pas que les puissances. Il y a également des grandes entreprises qui ont tout intérêt à mettre leurs satellites en orbite, à les monnayer des satellites de communication, voire des satellites d'observation. Et toutes les puissances ont actuellement travaillent de concert avec des entreprises privées qui fabriquent des fusées, qui fabriquent des satellites, qui fabriquent de la technologie. Et c'est tellement passé dans le domaine de la vie de tous les jours qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas s'en passer. C'est un enjeu technologique majeur pour tous les pays. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a eu dernièrement le lancement par SpaceX d'une constellation de satellites qui s'appelle Starlink, je crois, et qui a causé beaucoup d'émotions, puisque en fait, ces satellites, qui étaient une soixantaine environ, étaient parfaitement visibles à l'œil nu. Donc on a vu passer dans le ciel un train de satellites extrêmement brillants, et ça n'était que les 60 premiers. Et je crois que le projet, c'est d'en déployer au total 7000. Donc il y a eu énormément d'inquiétude dans la communauté astronomique de se dire mais est-ce que finalement si on multiplie, et ça n'est pas le seul projet de constellation de satellites de communication, en plus d'autres acteurs privés ont exactement les mêmes objectifs. Alors on se dit voilà, c'est une société privée, qui va être responsable de ça si jamais les financements viennent à manquer et si ça devient des débris spatiaux. Justement, on a un vrai enjeu de gestion des débris spatiaux aujourd'hui. Et ce new space, c'est-à-dire cette capacité accrue, cette facilité à aller dans l'espace, elle est aussi porteuse d'un vrai péril en fait en termes de prolifération de débris. Pour finir, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, quelle est la prochaine étape, d'après vous, de la conquête spatiale? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les prochaines années? Pas un horizon trop lointain, dans les prochaines années, qu'est-ce qui peut être fait? Eh bien,
Objectivement, moi je suis plutôt pour la promotion scientifique en fait de cette exploration. Donc une exploration scientifique des corps planétaires. Donc retourner sur la Lune, oui, mais continuer à envoyer des robots un peu partout dans le système solaire pour poursuivre nos connaissances, pour comprendre cette évolution, l'apparition de la vie sur Terre et voir au-delà dans l'univers, voir grâce à des moyens très puissants comme des télescopes en orbite, peut-être des télescopes sur la face cachée de la Lune, pour pouvoir observer le ciel profond et savoir si nous sommes seuls ou non dans l'univers. Patrick Martin-Genier. Moi, vous savez, ça fait 50 ans qu'on n'est pas reparti sur la Lune. Le symbole politique, il est toujours très fort. On a bien vu que tout marche sur la base d'un symbole. On voit bien qu'un jour, quelqu'un voudrait revenir sur la Lune pour dire « j'y suis revenu le premier depuis 1969 ». Donc, il me semble que, comme l'a dit le président Trump, c'est un objectif réaliste et réalisable. Allez, rapidement, un objectif. Alors, Pierre Laurin. Je crois que ce qui est important, enfin pour moi, l'une des choses qui me semble intéressante, c'est d'aller voir sur Titan si vraiment ce n'est pas une planète, c'est un satellite de Jupiter. Sur Jupiter, on ne pourra pas mettre le pied, c'est impossible. Mais en revanche, sur Titan, on peut voir s'il n'y a pas une forme de vie qui est en train ou qui est née, je ne sais pas. Eh bien, moi, je choisis Mars, alors. C'est un objectif assez sympa, finalement. Non, pourquoi Mars et pourquoi les hommes sur Mars? Ça ne va pas être demain, ça va être à l'horizon, pas avant 2033. Eh bien, c'est finalement d'aller beaucoup plus vite dans l'exploration de cette planète parce que, en fait, quand un homme est sur place, il sait exactement où aller chercher des choses intéressantes pour justement cette recherche d'une vie fossile éventuellement. Et ça, aucun robot ne saura le faire aussi bien qu'un homme. Vous aviez le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce débat passionnant, pour cette soirée donc consacrée aux 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. On se retrouve tout de suite pour un rapide journal. À tout de suite.